Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative. En ce vendredi habituel, à chaque fin de semaine, on accueille un invité de renom, un auteur, un artiste, un traducteur. Mais là, cette semaine, on va accueillir Dominique Verret, un personnage légendaire du manga en France notamment, hein. Salut Dominique, Bonjour. comment ça va? Tout va bien. Un peu Tout, froid, mais tout va bien. C'est la période, comme on dit. Tiens, d'ailleurs, avant d'entamer et de commencer ce flot de petites questions afin de parler un petit peu de toi, j'aurais aimé que en quelques mots, que tu te présentes. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas encore? Bon, rapidement, je travaille autour de la BD depuis 1976. Ça fait loin, hein, le siècle précédent. Quelques Et, années. et donc, j'ai fait un peu, comme on dit, tous les boulots là-dedans, de revendeur de bouquins, de BD usagés, de retour d'éditeurs, de soldes d'éditeurs, de collectors, toutes ces choses-là. Je suis passé aussi par boutique de neuf, vendre des BD neufs. Et puis, je me suis dirigé plus particulièrement vers le Japon, l'Asie, avec le prétexte manga. À partir de 88, on a commencé à aller dans cette direction avec Sylvie Chang, qui a été ma compagne et épouse et compère pendant des années. Donc, l'aventure manga démarre en 88, l'année Avec, du Japon. avec la librairie Tonkam. Voilà, c'est-à-dire c'est en 88 qu'apparaît Tonkam, d'abord au puce de Montreuil, et ensuite nous avons glissé vers la rue Keller dans le 11e arrondissement à Paris, et c'est là où on a commencé à faire l'événement. Avec les débuts héroïques de l'intérêt pour les mangas par des groupes de fans d'abord, qui avaient découvert que les dessins animés japonais qu'ils voyaient à la télé, l'origine, c'était des BD, et ils ont commencé à rechercher ces BD, et on a été là pour répondre à cet engouement qui est venu un phénomène générationnel et plurigénérationnel vu qu'il continue encore. Et donc, c'est une librairie qui a duré Les quand même. années, ça c'est la librairie Tonkap, c'est le début des années 90. On s'installe là, je crois me souvenir, c'est en 90. C'est autour du décès de la maman de Sylvie que nous avons repris la librairie, la boutique familiale. Et donc, pour le coup, dans la librairie, on pouvait y trouver plein de produits culturels, on va dire, importés avec un peu d'États-Unis, du Japon, de Oui, l'Asie. au début, il y avait de la BD européenne en occasion neuf, on faisait des nouveautés aussi. Il y avait du comics traduit pour ce qu'il y avait de traduit à l'époque et en import US. Et on a beaucoup développé très rapidement l'import manga traduit aux États-Unis pour prendre le marché, c'est-à-dire qu'on s'est positionné tout de suite auprès des fans parce que à l'époque le dollar c'était à 10 francs quand vous achetiez un X-Men ou un numéro d'Akira en version américaine, et que nous on a mis tout ce qui était d'origine asiatique à 8 francs, ce qui fait que tous les amateurs sont venus chez nous et on en vendait en VPC, et voilà, ça nous a permis de nous imposer. À partir de Bon, déjà en 90, on travaillait avec un jeune homme asiatique, japonais, qui nous permettait d'avoir un peu de matériel VO japonais qu'il importait. Il en vendait à plusieurs revendeurs sur Paris, mais moi j'ai décidé d'aller directement au Japon pour donner plus d'ampleur à notre activité. J'ai eu la chance, j'ai pratiqué pendant plusieurs années très assidûment le Tai Chi Chuan dans le 13e arrondissement avec un vieux monsieur chinois
Et là, dans les personnes, les amis qui pratiquaient le Taichichuan, il y avait un étudiant japonais. Et quand il est reparti au Japon avec son épouse française, on est resté en contact. Et donc, en 91, je lui ai demandé si je pouvais passer une semaine chez eux parce que je cherchais des interlocuteurs commerciaux au Japon pour faire de l'import. Donc, il a accepté, il m'a invité et il m'a accordé une journée de démarchage avec lui. Et à l'échéance de cette journée, il fallait que la semaine continue, que je sois pas venu pour rien. Et il m'a présenté une amie à lui qui s'appelle toujours Kiyomi Yamanaka. Et avec Kiyomi, on a continué la semaine à faire des démarches. Et c'est là que j'ai pu rentrer en contact et avec le distributeur Tohan, et, et avec qui on a commencé des activités d'importation. Après, j'ai rencontré aussi un des responsables de Movic, qui est toujours un important éditeur de gouttes, de Shitajiki, Ramicart, Poster, tout ça, tout l'univers produits dérivés autour du manga et des DA. Et j'étais aussi en relation avec un distributeur de CD, CD, cassette vidéo NTSC et laserdisc, et avec lui on a importé ce matériel. Donc à partir de 91, on devient la boutique de l'import japonais de la culture pop, parce que on s'arrêtait pas au manga, au artbook, au CD de BO, de dessins animés, au laserdisc, tout ça, mais aussi on mettait en avant la musique japonaise, la musique rock japonaise. C'est quand même Tonkam qui a fait connaître X Japan, le visual rock, et d'autres, les Denki Groove et d'autres groupes, d'autres musiciens, plus les BO de Miyazaki et de tous les films importants et séries télé importantes. Et donc, pour le coup, ça, on va dire, la librairie a eu un long parcours. Elle a continué jusqu'en 2010, mais toi, t'en faisais plus partie. Toi, entre-temps, tu étais parti plutôt dans un milieu plus éditorial, si je dis pas de Chez bêtises. Delcourt, ouais. Je suis parti chez Delcourt à partir de D'abord, 2000. Mais il y avait la librairie Tonkam. Rapidement, il y a eu le fanzine Tsunami. Tsunami qui était un peu complémentaire, concurrent à Animeland. Nous, dès le début, on a mis en avant tous les fanzines qui traitaient du sujet manga, DA, tout ça, quoi. Et donc, Tsunami était différent de Animeland, qui était très concentré manga et animation. Et nous, on rajoutait culture. On était culture, on était musique, évoquait aussi les arts martiaux. On était on était plus large pour ce qui est de la culture pop japonaise, parce que bon, ça, on traitait aussi du cinéma asiatique, et on vendait d'ailleurs beaucoup de cassettes de films asiatiques, en cassettes vidéo de films asiatiques en version française. Là, il y a plein de choses qui me reviennent en mémoire au fur et à mesure qu'on en parle, parce que tout ça c'est un peu loin, quoi. Mais Tonkam est devenu la boutique culte pour beaucoup de jeunes en France dans les années 90, mais pas seulement. On avait des Espagnols, on avait des Italiens, on avait des Allemands, et on avait des éditeurs de tous ces pays qui passaient par Tonkam ou qui achetaient nos produits parce qu'on avait un service VPC qui était assez efficace pour leur permettre à eux-mêmes de faire des recherches éditoriales, quoi. Et on était très espionnés dans nos activités. c'était le marché éditorial, c'était le marché international des droits avant l'heure, en fait. En quelque sorte. Non, on a été comment dire, on a été des représentants pour tous les éditeurs japonais, mais on touchait rien, quoi. On mettait en avant leur production qui était signée par par d'autres éditeurs européens et même français. Hein.
il y a beaucoup. Il faut savoir que Kana, Yves Schlier, par exemple, qui a monté la collection manga Kana chez Dargaud, Ouais. avait une librairie, et c'était un libraire belge, et c'était notre client en import japonais, ce qui lui a permis d'évoluer rapidement dans ses connaissances manga et produits incontournables à publier en français, quoi. Mais il n'était Ouais. pas le seul, hein. On, Et, on, on peut dire qu'on a favorisé aussi, euh, on a permis vraiment que ça soit pour ce qui est de l'animation ou du manga, de faire connaître des auteurs et pas seulement au milieu éditorial français, mais aussi, par exemple, il y a Johnny qui était bien au courant de nos activités. Miyazaki a pu apparaître rapidement chez Canal, Studio Canal, ils avaient racheté les droits de Totoro, parce que on a vraiment fait connaître Miyazaki, hein, ça vient de Tonkam, ça c'est indéniable, mais pas que. Et, ouais, j'oubliais aussi, c'est que Tonkam, la librairie Tonkam, ça a été rue Keller, mais il y avait Tonkam Monge, qui est peut-être moins connu, mais qui était beaucoup plus spécialisé en musique, la partie musique, où l'import rock était beaucoup plus important que rue Keller. Et aussi, chaque fois que j'allais au Japon, je ramenais beaucoup de CD ou des laserdiscs de groupes japonais qui étaient revendus à Monge. Donc, du côté de Monge, c'était un peu c'était la partie underground de Tonkam, parce que c'était beaucoup plus bordélique, festif, toutes ces choses-là, quoi. donc, Et aussi, nous avions eu Tonkam Barcelone. C'est un peu oublié ça, ah ouais. mais Tonkam a eu sa boutique à Barcelone. Bon, ça s'est, on va dire, bien développé pendant plusieurs années. Et donc, 94, vers quoi je voulais tendre. La librairie, finalement, s'étoffe d'une nouvelle activité avec finalement la création des éditions Tonkam. Ouais, Comment c'est ça ça. s'est fait? D'où est venue l'idée? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de Tonkam? Bah, De Tonkam Édition. ouais. L'idée coule de source par rapport à ce que je viens de Bien. raconter. Quant au fait qu'on était en train de nourrir ce qu'on appelle la concurrence, quoi. D'autres éditeurs étaient en train de se réveiller sur le sujet éditorial manga, sur la nécessité d'aller dans cette direction. Et nous, on s'est dit non mais attendez, on va pas montrer où il faut aller sans y aller nous-mêmes. Donc ça a été la première raison pour laquelle on s'est décidé à aller vers l'édition. Et puis ensuite, on avait un contact avec le public qui était beaucoup plus important que pour Glénat, que pour Pika, là, qui commençait à travers leur magazine, là, je me souviens plus du nom qu'ils avaient à l'époque, peu importe, Player One. Euh, et, euh, et donc, par ce fait-là, euh, et par goût, pas seulement goût personnel, on partageait tous cet intérêt pour Masakazu Katsura, donc pour Video Girl. Il y avait à l'époque, on importait beaucoup de Dragon Ball chaque fois qu'il y avait l'apparition d'un nouveau volume de Dragon Ball. Pour donner une idée, à la sortie d'un volume de Dragon Ball, Tonkam importait 12 000 exemplaires du Japon en version japonaise, qui Ouais. était d'ailleurs vendu en boutique et sur le territoire, mais je sais pas, en l'espace de à peine 3 semaines, on vendait 12 000 exemplaires en paiement cash, quoi, pour donner une idée de la bonne santé économique de Tonkam à l'époque. Et donc, à côté de Dragon Ball ou Yu Yu Hakusho, il y avait Video Girl que nous avions repéré et largement mis en avant. Et les jeunes qui venaient à la boutique Tonkam avaient tout de suite accroché et à l'histoire et au graphisme de Katsura. Donc, quand on a entrepris, on a décidé d'éditer, c'était évident qu'il fallait faire Video Girl High.
pour la raison, par exemple, d'être en réaction à l'engouement à des séries shonen, baston, super-héros à la japonaise, et de mettre en avant quelque chose de beaucoup plus doux qui était en relation avec les réalités sentimentales qu'on observait chez les jeunes qui venaient à la boutique, c'est-à-dire on était moi je suis du moi j'ai toujours été le papy dans le manga de toute façon et et j'observais une plus grande timidité de la part des garçons et des filles à l'égard des uns et des autres que dans ma génération baba cool, libération sexuelle, quoi. Et donc cette sentimentalité, cette timidité, elle était dans Video Girl Eye, et c'était un peu évident que on avait là affaire à une histoire, à un manga générationnel, et on l'a publié vraiment avec plaisir. Plaisir partagé de la part de tous les membres de l'équipe, parce que non seulement l'histoire est très attachante, mais en même temps le graphisme était magnifique. Les les, les premières éditions des premiers volumes de Video Girl Eye ne mettent pas vraiment en valeur le travail de trame et de lumière qu'il y a dans l'édition originale, parce que on a eu une phase apprentissage et du métier d'édition. Et il faut savoir aussi que à cette époque-là, pour publier des mangas, en règle générale, on scannait les pages. C'est-à-dire, on avait les mangas en VO et on scannait page par page, ce qui produisait, par exemple, sur un travail de trame qui est exemplaire dans Video Girl, et ben avec les scans de l'époque, ça produisait des moirages, quoi. Et il a fallu attendre d'avoir les fichiers fournis par les Japonais pour avoir des repros, des qualités graphiques de chaque manga impeccables, quoi. Toute la période héroïque pour ceux qui chinent les mangas qui ont été produits dans les années 90, et en plus en version en sens de lecture français, on tombe souvent sur du travail d'édition qui est plutôt moyen quand c'est pas médiocre. En tout cas, Katsura, c'est un auteur qui a marqué chez Tonkam, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres séries, en tout cas même de récits que vous avez sortis, dont son autre série qui était arrivée après, Is, moi que j'appelle. Is, voilà. Ah, Is, qui est magnifique aussi, très très beau. qui pour moi est encore plus joli graphiquement, parce qu'on voit l'évolution et la progression de Katsura au niveau du dessin. Quand même, les éditeurs japonais, les responsables éditoriaux, ils ont un sacré flair de détecter ce que deviendra Katsura à partir de Wingman. C'est vrai que Wingman, c'était un peu light, graphiquement parlant. Ouais, là, le niveau qu'a pu atteindre l'auteur en quelques années. Dans un tout autre registre, il y a une série qui d'ailleurs continue toujours de très bien fonctionner chez Delcourt Manga maintenant. En tout cas, on en parlera après. On le sait, c'est Nana, hein, qui est une série que tu as pu initier aussi au sein du catalogue du coup Delcourt Manga. Ça, on va en parler un petit peu rapidement, un peu de ce côté. Nana, c'est quand je suis parti de chez Tonkam avec Sylvie Chang pour rejoindre Delcourt. Entre les deux, j'avais pu observer Nana en librairie au Japon, mais il n'y avait pas que moi, il y avait Saï Thibault qui a participé à Akata, parce que Akata est né, c'est une société qui est apparue pour travailler avec les éditions Delcourt en tant que responsable éditorial indépendant. Et donc, dès qu'on a signé chez Delcourt, on a pu amener Fruit Basket et Nana. Et Nana, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur, et à Sae Thibault aussi. C'est vraiment la rencontre de Sae et de moi-même qui a permis Nana, parce que Sae est très musique,
et elle a été éditrice de CD de groupes japonais. Elle était très branchée sur, elle est certainement encore sur la culture hip-hop japonaise. Et donc, comme moi, j'avais participé, j'avais beaucoup bossé pour faire connaître la scène rock dans le sens large du terme japonaise. On a convergé sur Nana et son pendant musical en manga, c'était Beck. Donc, on a fait Nana pour les nanas rock et Beck pour les mecs rock et en fait, Beck et Nana pour les nanas et les mecs pour tout le monde, quoi. Et donc, ces deux séries, c'est Nana qui a largement distancé Beck au niveau succès, on va dire, d'édition. Mais il y a des personnes qui ont su apprécier les deux titres à juste prix. D'ailleurs, on a eu la possibilité, avec Beck, on a été l'éditeur qui a offert un CD, compilation musicale de groupe japonais avec un des exemplaires de Beck. Voilà, on a pu faire des choses comme ça en direction de la mise en avant de la scène musicale japonaise. Et parmi tous ces titres-là, donc pour faire simple et expliquer aux gens, donc il y a eu tout d'abord Tonkam, puis ensuite, avant d'évoquer éventuellement d'autres titres ensemble, il y a eu Il y a quelque chose d'important qu'on a fait, on a fait connaître. Attends, ce que j'allais dire, Dominique, c'est que Delcourt, on va dire Delcourt a pour le coup racheté l'activité de Tonkam et fait Delcourt Tonkam, voilà, hein, on peut le dire. Voilà. Et pour revenir d'un point de vue purement historique, toi, derrière, c'est au début des années 2000 que du coup, tu lances Akata, c'est ça? Alors, en 2000, je quitte Tonkam pour des raisons perso, Sylvie et moi, et on part en province, là où je suis aujourd'hui, dans le Limousin. On s'installe dans un hameau. On est voisin d'une pagode bouddhiste vietnamienne qui est en relation avec deux pagodes bouddhistes vietnamiennes de cette école de bouddhisme, en région parisienne, en proche banlieue. Et donc de la campagne, comme je voulais continuer mon activité, je contacte Soleil Édition, avec qui Boudjelal, la Farid Boudjelal qu'on voit chez les grandes là, avec qui ça se fait pas. Mourad. Ouais, excuse-moi. Oh, je veux pas que Mourad me fasse la gueule. Donc, avec Mourad, ça le fait pas, et ça le fait avec Guy Delcourt. Et tout de suite, Guy me dit, voilà, je rêve de faire du manga, j'y connais que dalle, et donc ta contribution me sera précieuse. Et c'est parti, notre collaboration avec lui. Et comme nous voulons être pas seulement un responsable éditorial salarié, que je veux être un responsable éditorial intéressé au niveau de chaque bouquin, comme ça se fait pour beaucoup de responsables éditoriaux en fait. Hein. On crée une SARL qui s'appelle Akata. Donc la SARL Akata, responsable éditorial de la collection manga de Delcourt, choisit les titres, c'est-à-dire que j'allais dans cette période-là, chez Delcourt, j'allais à peu près, comme je le faisais avant, hein, précédemment, 4 fois par an au Japon, pour aller repérer des titres, faire les propositions en compagnie de Sylvie, faire des accords avec Guy Delcourt, et ensuite, quand les demandes de contrat étaient faites, il finalisait Guy Delcourt, et à ma charge de trouver traducteurs, adaptateurs, voir le lettreur qui bosserait dessus, voir avec les maquettistes, les couves, voir la communication médiatique presse et la communication dans les réunions avec les représentants, toutes ces choses-là, quoi. Et donc ça, pareil, chez Akata, tu y restes quelques années. Hein? Chez Akata, je dis, tu as 2001, l'occasion. 2013. Mais je voulais aussi évoquer il faut savoir que pour J'allais y venir entre-temps, Dominique, sur tous les titres que tu as lancés, parce que
Ouais. Comme on glisse un petit peu entre Tonkam, Delcourt, Akata, je voulais juste, tu vois, faire un petit topo. Alors, on a évoqué Fruit Basket, on a évoqué Nana, on a évoqué les œuvres de Katsura. J'allais y Taiyo venir justement Matsumoto, Taiyo sur Matsumoto, Ayu Tezuka, Matsumoto. on Tiens, a lancé, parlons on de peut Teiyu dire, Matsumoto juste 2 secondes parce que il y a eu une magnifique exposition il y a peu de temps, je crois il y a 3 ans maintenant, ou peut-être un peu plus, au Festival d'Angoulême. Donc, tu avais notamment lancé quand même le mythique Amer Béton qui avait été adapté des années plus tard en animé. Il y a eu alors, quoi? Il y a eu Ping Pong aussi, qui était ouais, ouais, mythique Ping ouais, Pong de ouais, ouais, Matsumoto. ouais, Euh, on en a fait d'autres. J'ai fait Frères du Japon. Là, brutalement, j'ai pas en tête tous les titres que de Taiyo Matsumoto. Bon, dans cette période troublée, troublante d'Angoulême, je peux faire remarquer que quand on a publié Amer Béton, euh, euh, j'ai publié Amer Béton parce que je viens de la BD européenne. À les responsables éditoriaux du manga des premières vagues, et même maintenant on peut le dire, viennent de la culture graphique, manga, contenu manga. Moi, j'ai la différence avec eux, c'est que j'ai un parcours autour de la BD européenne, de la BD américaine et de la BD japonaise. Donc, quand on parle, on m'évoque Taiyu Matsumoto au Japon en 95, quelque chose comme ça, avec mon œil de ma sensibilité de BD européenne, d'amateur de BD européenne, je vois tout de suite que c'est un auteur qui a de l'avenir chez nous. Donc on part avec Amer Béton, qui rencontre un couac énorme. Personne en voulait. Je l'ai déjà raconté, mais raconte-le. il y a une partie des stocks d'Amer Béton que j'ai distribué gratuitement à la sortie d'un concert de Kemuri, un groupe de ska un peu punk japonais, dans une petite salle. Je crois que c'était à la Maroquinerie, dans les escaliers. Quand les gens sortaient, on leur filait les 3 volumes de Amer Béton, parce qu'il faut savoir que Kemuri, c'était des potes de Taiyo Matsumoto. D'ailleurs, ils étaient passés par Tonkam Monge avant le concert pour dédicacer leurs disques et puis faire des signatures sur les bouquins de Taiyo Matsumoto, et parce que ça se vendait pas du tout, quoi. Donc Ouais. voilà, il a fallu donner Amer Béton, les distribuer gratos. Et quand on l'a invité à Angoulême, mais tout le monde a ignoré Taiyu Matsumoto. Et donc, on faisait tourner des copains pour qu'ils se fassent dédicacer du Amer Bien. Béton, tellement l'auteur s'ennuyait qu'il fallait être respectueux et gentil. Il était venu avec sa femme à l'époque, tu vois. Et quand, ce que je voulais dire sur Angoulême, quand il y a eu l'exposition hommage à Taiyu Matsumoto, euh, euh, j'ai été invité en rien, quoi. Je n'ai même pas vu l'exposition, quoi, parce que comme j'étais pas en activité là, vu que j'avais quitté Akata, voilà. Mais ça a été pareil pour comment dire pour cet auteur. Voilà, on a quand même fait connaître Shinichi Sakamoto, tu vois, entre autres, avec d'autres titres de lui. Ça, c'est le deuxième bouquin que j'ai fait avec lui. J'avais fait Kyumaru, on a fait Ascension, et quand il y a une exposition qui lui a été consacrée, bon, voilà, on n'existe pas, et pareil pour Tezuka, quoi. Ça, c'est Angoulême, quoi. Il y a des problèmes de vraies relations humaines par rapport aux relations humaines bancales qui font fonctionner ce festival. Bon, C'était une bah, partie. c'est un vaste sujet, Angoulême, ça, on le Ouais. sait très bien Oh, pour en avoir parlé à plusieurs reprises. Euh, Tu en parlais, Tezuka. Tezuka, voilà, énorme, énorme mangaka que tu as publié à différentes reprises. Il y a eu quoi? Il y a eu Bouddha, Phoenix, les ah, trois Adolphes aussi. l'histoire, c'est Bouddha Adolphe. Un
Pourquoi Bouddha? Bouddha, parce que ça c'était à l'époque. Depuis, bon, j'habite à côté d'un temple bouddhiste, donc il n'y a plus rien d'exotique pour moi dans le bouddhisme. Mais à l'époque, ça me faisait très fantasmer et toucher touché à l'œuvre de Tezuka en passant par son histoire de Bouddha, mais c'était la réalisation d'un rêve incommensurable. Et en même temps, j'avais entendu parler de d'Adolphe et pour moi, c'était le Adolphe et Bouddha, c'est le pendant l'un de l'autre, de deux aspects de l'humain, tu vois. Ouais. Et donc on les a publiés un mois l'un, l'autre mois l'autre, en alternance. Voilà, on a publié Bouddha et Adolphe en alternance. Et le challenge, il faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que les années 90 du manga en France, pour tous ceux qui y ont participé, de Animeland à tous les fanzines de l'époque, à Player One, à nous tous, hein, on se dit, nous savons qui ont été les militants purs et durs, qui ont installé ce qu'on appelle maintenant le marché du manga ou de la japanimation, toutes ces choses-là, quoi. Ceux vraiment qui ont travaillé sur le terrain et qui ont eu des moments de joie et des déceptions, et il y a même des morts dans les placards. Voilà, faut le dire. Et donc, pour revenir à Bouddha, pour moi, à cette époque-là, et pendant des années, j'ai côtoyé une personne qui venait m'acheter des BD régulièrement à l'époque des puces de Montreuil, qui était un collaborateur de Télérama et qui écrivait des articles sur la BD régulièrement dans Télérama. Et donc, comme je suis un peu stratégique et quand on va dans une direction asiatique, c'est conseillé, on apprend ça très rapidement, une pensée stratégique. Ça renvoie à Sun Tzu, par exemple, l'art de la guerre. Donc, il fallait absolument que le manga passe et s'impose en France par rapport au niveau de critique et de comment il était confié. Mais même chez les éditeurs de BD, parce que on m'a dit très directement une fois à Angoulême que j'étais la cinquième colonne des Nyakwe, quoi, des choses comme ça, quoi. Faut savoir. Et Des donc, choses ouais, des gens qui après ont fait la queue pour aller signer des contrats, quoi, parce que il y avait de la thune à se faire. Voilà. Et donc l'idée c'était que mon ami de Télérama, qui était à l'époque un peu encore un peu catho, marqué, puis maintenant, et il fallait qu'il parle de manga. Et comment il pouvait parler de manga? Bouddha, ça le faisait bien, ça passait bien a priori dans Télérama, c'était fastoche parce que on était encore à l'époque Vogue, Dalai Lama, toutes ces choses-là, quoi. Donc, en faisant Bouddha et en le présentant à mon pote, je savais que mes chances d'avoir un article favorable dans Télérama étaient énormes. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque d'Angoulême, quand on a sorti le premier Bouddha. J'ai eu un article élogieux et sur Bouddha et surtout sur Osamu Tezuka, et donc ça a un peu décomplexé beaucoup de gens qui ont pu se permettre dans les médias de commencer à exprimer leur intérêt pour le manga. On avait ouvert vraiment une porte très importante, quoi. Tiens, hop, moi je me permets de le montrer, c'est une de mes séries préférées de Tezuka. Hein. Ah, ça c'est ouais. Hop, l'histoire des trois Adolphes, je l'ai hautement conseillé à ceux qui ne l'auraient pas encore, en tout cas découvert. Ouais. Tu commençais à les montrer juste avant, tu montrais la petite couverture, je vais te la mettre en gros, je vais te laisser la montrer en gros plan. Ah, ben, nous on a fait un gros travail sur, on va dire, des angles un peu sociologiques, sociétaux entre Japon et France, et ce qu'on constatait très rapidement à cette époque quand on allait au Japon, c'est que on avait affaire à un pays qui était très très décomplexé par rapport à la sexualité, au sexe, où
le sexe est très présent au Japon. Vous allez dans un 7-Eleven, il y a des magazines de cul ou des mangas érotiques partout, même dans l'éditorial au Japon. Il y a beaucoup de BD, de mangas érotiques. Et il y avait aussi un angle qui était très intéressant, c'est l'érotisme, le sexe dans des histoires qui ont du sens, quoi. C'est pour ça qu'on avait fait on avait publié Asate Dance, où il y a un scénario très intéressant, captivant, entrecoupé de scènes érotiques, voilà, de scènes très cues, et où le sexe a complètement sa place dans une histoire. Donc ça a été un peu événementiel à l'époque, et ça a été un manga qui a été culte pendant un certain temps. Mais on avait fait aussi, on avait aussi édité Family Compo, Ouais, qui fonctionne aussi sur l'ambivalence et on a été aussi les premiers à faire du comment c'est déjà là les mangas qui traitent beaucoup de l'homosexualité pour les filles. ouais. Voilà, avec on avait publié Bronze Minani Ozaki, qui pour moi a tout dit dans pour ce qui est du manga yaoi. Pour moi, c'est Minani Ozaki, c'est une auteure qui n'a pas été vraiment perçue et qui est aux oubliettes maintenant en France, mais c'était une auteure culte. En plus, elle participait d'un groupe de rock, elle a un graphisme en illustration magnifique. Donc voilà, on a été très en avance sur beaucoup de sujets. Déjà avec Akata, par exemple, on avait ces titres-là de, je crois, c'est Kiyun qui les a repris, je ne sais Ouais. plus. Panini, voilà, sous un rayon de soleil. On avait mis en avant Tsukasa Ojo pour ses travaux éditoriaux hors sa série préférée des fans de, Or City Hunter ou Cat Size. voilà, tu vois. Donc, et aussi, il faut pas oublier que c'est Tonkam qui a mis Clamp en avant. C'est ce que j'avais parlé du coup, des Ouais, autrices avec Clamp. Tokyo Babylon, X et Clamp. Et d'ailleurs, le film X avec une BO de X Japan. Donc, euh, ton cam pour la partie éditoriale ou en tant que libraire importateur de culture pop japonaise, il y avait une activité qui était complètement cohérente dans une direction très fortement prosélyte de la richesse de la culture pop japonaise. Ah, pour pas oublier que nous avons été les premiers à faire du manga en sens japonais avec Fujiki Yugi, avec la première édition de Fujiki Yugi, ça se faisait pas. Parler écologie avec Please Save Meyer, avec Saki Iwatari qui est très préoccupé par tout ça. On arrivait pardon. Tant qu'on est dans l'écologie. Ah, les Fils de la Terre, qui a été très important pour moi. Ça m'a amené à faire deux conférences dans des lycées agricoles. Donc, ouais, c'était très, très récompensant. Mais nous, tu vois, toujours en lien avec l'écologie, je t'en ai trouvé un autre sur lequel. Ouais. Alors, les pommes miracles, c'est un manga qui est certainement aux oubliettes en ce moment, mais qui a été épuisé, mais on n'a pas compris quoi, très rapidement. Mais on a été aussi les premiers à être sur un axe baston avec Teuf qui devient par la suite Free Fight, qui continue chez Delcourt à Kata, quoi. Et aussi la série Baston culte qui a été récupérée par Meian, Baki. Voilà. Ouais. Baki, mais on faisait en fait, à travers Tonkam, Delcourt, et même le peu de temps où j'ai été avec Akata, on a toujours eu un souci éditorial rattaché au réel, quoi. C'est-à-dire ce sujet qui est intéressant en France, comment on parle les Japonais. Bon, on tombe sur des titres comme ça, oubliez aussi, Flic à Tokyo,
Bon, En effet. on est comment dire devant des réalités problématiques du job de flic, la corruption qu'il peut y avoir aussi dans la tête de certains flics ou l'irrespect du peuple par certains qui cognent quoi. Et Avec un donc héros, avec un héros qui est pas très éloigné du Eikishi Onizuka de GTO, hein, pour ceux qui connaissent plus facilement GTO ouais, qu'aujourd'hui. avec un dessin, comment dire, plutôt réaliste, très séduisant. Bon, ça c'est des, à l'époque c'était pas très compris quoi. Euh, Nous on a eu un éditorial qui était un peu, on pourrait dire, à côté de la plaque pour les geeks purs et durs parce que pourquoi il nous sort ça. Voilà, voilà, on veut la série en cours qui revient, qui est issue de tel jeu vidéo où on suit que du Shueisha en shonen, ces choses-là. On a fait aussi Yakitate Japan pour ce qui est de l'artisanat boulangerie, quoi. Ouais, qui Euh, était voilà, une série, voilà. une série qui est Ouais, très bien. ouais, il y a eu beaucoup de raisons d'être dans nos titres, quoi. On pouvait très facilement devant un journaliste ou un parterre expliquer, voilà, on propose tel titre ou tel titre parce que c'est un titre qui va te causer dans ton quotidien, dans l'actualité, qui met en avant comment sur un sujet commun il est traité au Japon, donc quel apport culturel on peut en retirer, quoi, quel enseignement on peut retirer de la manière de se comporter face à des situations au Japon et en France qui apparaissent dans des mangas. Et donc, Akata, pour toi, l'aventure s'arrête il y a une douzaine d'années à peu près, c'est ça? Akata, ça fait, je crois, ça fait 7 8 ans que 8 ans. je ne travaille plus avec Akata et que Akata a été repris par le groupe Albin Michel. Michel, ouais, via l'éditeur Ledoux. Ouais, ça s'est fait autour d'un divorce d'avec Sylvie Chang qui a voulu prendre son indépendance professionnelle et familiale et d'épouse et donc ça m'a mis en retrait parce que j'avais la possibilité dans notre négociation de reprendre Akata ou de garder là où je suis, mais j'ai préféré garder là où je suis Regardez le parce temps. que parce que avec Bruno Fam, il a des sensibilités, on va dire idées éditoriales qui me conviennent pas, étant donné que pour Je veux moi dire, je il y a suis des lignes éditoriales différentes qui ont fait le choix voilà derrière. bon voilà ça c'est en quittant Akata, Akata est devenu assez un éditeur arc-en-ciel, alors que moi je suis plutôt un éditeur qui va traiter de titres d'origine masculine, féminine, et que s'il faut faire un yaoi parce qu'il y a quelque chose de fort dedans, comme avec Minami Ozaki, je le ferai, mais je m'adresse à tous les lecteurs et Comment? pas à des lecteurs en particulier. Bon, On va dire que Qatar s'est rassemblé plutôt sur une ligne plus spécifique, bah, ouais, plus un côté stratégique, comme on peut avoir des éditeurs jeunesse, comme on peut avoir des éditeurs voilà, spécialisés voilà, dans rien, les avions. Voilà, on ouais. pense à... Et donc, c'est le moment où tu as attendu un petit peu, en tout cas, avant de te dire, bah tiens, on va fonder Koi Studio. Comment ça s'est... Ben, ben mon, Tu t'es dit, mon- je veux pas lâcher l'affaire, j'ai encore des trucs à raconter. non, non, mais dans cette séparation, je pouvais reprendre Akata et Sylvie rester là où je suis, mais pour moi, il était parce qu'avec Bruno, on n'avait pas les mêmes visions éditoriales, les mêmes sensibilités, et parce que je suis dans un lieu qui est important pour moi. Quand je dis important pour moi, c'est je suis juste à côté d'un temple là. Donc, quand tu habites dans ce genre d'endroit, il y a une raison d'être quoi. C'est si on n'est pas motivé, je conseille pas aux gens de vivre dans ce genre d'endroit. Donc, moi, je suis ici dans une grande maison et j'ai beaucoup de terrain. J'ai 40 hectares de terrain en friche. Et puis les moines, ils ont 40 hectares, donc on est sur une colline qui est très préservée écologiquement. On va dire c'est le royaume de Totoro. Il y a beaucoup d'enfants qui ont traîné ici, qui se sont bien éclatés dans les bois en toute liberté. Et je voulais préserver cet endroit parce que
entre Sylvie et moi, on n'avait pas le même attachement pour le lieu. Donc, j'ai choisi de protéger un endroit qui se retrouve dans les mains de n'importe qui, plutôt que de rester éditeur de manga, quoi. Et Ouais. ce qui fait que je suis revenu lentement mais sûrement jusqu'à ce que je vienne toquer à ta porte. Voilà. Et donc, entre-temps, tu avais quand même, on va dire, le temps on va faire le focus ensuite ensemble pour parler de ce qui nous vaut ta présence aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu quelques titres que tu as pu Voilà. publier mais via Koi. Je J'ai me pas permets de beaucoup. les montrer rapidement, Dominique. Hop, Ouais. on J'ai en pas beaucoup parlait. de Oh, contacts. on Old a eu. Dog, il y a avec cet éditeur, il y a eu que le premier volume. J'ai quand même amené à Asian District l'opportunité de publier Minot Choi que on avait déjà publié avec Akata jardinier citadin. C'est un travail de dessin magnifique. C'est un livre très tout en finesse, en subtilité, l'attachement familial pour un chien, son vieillissement, et ça permet de décrire les relations entre les parents, les enfants, la famille, quoi. Et donc ça a été financé par la Corée, mais l'éditeur n'a pas su traiter avec éthique et un vrai intérêt cette opportunité pour lui, et donc ça a sombré après le volume 2. Et j'avais apporté aussi à Akata parce que normalement j'avais un contrat pour apporter des livres régulièrement, je l'ai fait qu'une fois, mon père alcoolique et moi, un petit one shot. Et puis après j'ai dérivé, là j'ai eu une collaboration avec Revival sur le Voilà, retour de Sakaguchi voilà, dit ça pour tout à l'heure. EQ, ouais, EQ et, euh, et Fleur de Pierre. Voilà, que Voilà, je montrais deux à l'écran, œuvres magnifiques. qui ont été récompensées. Enfin, Fleur de Pierre de mémoire a été Ouais, récompensée par le prix prix patrimoine. du patrimoine. Et j'ai aussi enfin un Koi Studio parce qu'on était plusieurs. Maintenant, je suis seul, mais il y a encore Kenzo au Japon qui collabore avec moi. Et donc, The Big Wall pour les éditions Guérin-Paulsen. Ce livre, il n'est pas forcément connu des fans inconditionnels du manga, mais il a eu un très bon succès auprès du public montagne, parce que Paulsen est un éditeur de titres de montagne, quoi. Et donc, ce qui nous ramène aujourd'hui à ta présence, hop, je le montre en image, c'est ce monsieur, Hiroshi Hirata, voilà, avec cette illustration qui nous vient du Ouais. site, d'un site en tout cas. Vous pouvez chercher le copyright. En tout cas, voilà, donc Hiroshi Hirata, grand mangaka, notamment spécialisé dans les Gekiga, notamment de Bushido et on va dire des mangas de sabre, de samouraï. Il y a un petit lien, en fait, entre toi et Hiroshi Hirata. Tiens, tu peux nous l'expliquer qu'est-ce que ça représente Hiroshi Hirata dans ta vie en général, avant qu'on évoque la suite de ce qu'on va travailler tous les deux ensemble. Pour parler comme Tetsuya, qui a traduit plusieurs titres de Hirata et qui est son agent encore officiel, c'est le boss. C'était notre boss. Et comment dire, je dois dire, Attends, attention. j'aurais bien aimé avoir un père japonais comme lui, quoi. Hein. Et c'était quelqu'un de très intègre, d'être très droit. Bon, c'est pas par hasard s'il a traité de la culture du Bushido, de la culture des samouraïs, de la spiritualité des guerriers japonais, quoi. C'est parce qu'il était habité par cela. Et donc ça a été
un grand honneur pour moi de le côtoyer pendant plusieurs années. Il est venu à la maison, je ne sais plus si c'est 2 fois, 3 fois, avec son épouse et Tetsuya. Et je me suis rendu au Japon avec ma famille, mes enfants, avec Sylvie. Et voilà, nous avons été accueillis chez lui, nous avons été hébergés chez lui. Et en solo, quand j'allais voir Monsieur Hirata, on a passé des bonnes soirées ensemble. Et quand son épouse allait se reposer, on continuait à boire du saké et on a vécu des soirées mémorables. Et Hiroshi Donc, Hirata, pour le coup, c'est un auteur que tu as édité à plusieurs reprises, hein. Tu as édité énormément d'albums en tout cas 16 fois. voilà, 16 c'est pas fois. mal. Pas mal. Ouais. Ça a été quand même un auteur important aux éditions Delcourt. Quand j'ai quitté Delcourt, il a été un peu délaissé. Je dirais, comment dire, la réalité dans la période où Monsieur Hirata, on le publiait et où il était là, j'ai le souvenir, il a été invité d'honneur à Angoulême. Et on peut trouver des vidéos sur Internet où il est habillé d'une manière très traditionnelle. Il y a deux séances, une séance où il fait une calligraphie à l'espace franquin et aussi où il fait un dessin sur un support toile à la verticale qui est quand même assez mouvant. C'était une performance impressionnante et je me souviens que en tant qu'invité d'honneur avec son style samouraï dans un milieu, on va dire BD, pour pas déplaire un peu de gauche, machin, ces idées-là, ça fait un peu guerrier, ça passe pas vraiment bien auprès de tout le monde. Donc, en tant qu'invité d'honneur, j'ai un peu le souvenir qu'il a été, par rapport à d'autres invités d'honneur, ou comment on a accueilli des invités d'honneur japonais ensuite, un peu mis à l'écart. J'ai pas vu beaucoup d'auteurs défiler pour le rencontrer, pour échanger avec lui, alors qu'il y avait un très bon interprète, ou même j'ai pas vu beaucoup de journalistes. Et je dois dire parce que c'est quelqu'un qui parlait aussi comme ça. Il a été mis en avant à la soirée remise des prix au théâtre. Mais bon, dans les coulisses, dans l'après-midi, il a fallu quand même qu'on se bouge le cul pour qu'il puisse être présent parce qu'il avait été un petit peu oublié, quoi. Voilà. Et lui, il l'avait capté cette chose-là, cette espèce de impolitesse, et il avait fait une entrée qui pour moi était très drôle parce que quand on lui a demandé ce qu'il pensait d'Angoulême, il avait mis en avant qu'il appréciait beaucoup, il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de ronds-points. Tu vois, c'est de l'humour japonais. Et donc Hiroshi Hirata, peut-être en fait aussi parce que, on va dire, célébrer peut-être un peu plus en amont que ce que sa popularité serait aujourd'hui si les titres étaient publiés. En tout cas, c'est ce qu'on pense. En tout cas, que ces publications ont leur importance, ont des choses à dire, que ce soit en termes de valeur, que ce soit de solidarité, de partage. Il y a des choses qui sont quand même extrêmement présentes dans son œuvre et qui n'étaient peut-être pas dans l'air du temps à l'époque et qui sont aujourd'hui un petit peu Ouais, plus importantes. c'est Je me permets de c'est faire exact. le petit lien anecdote, c'est qu'on parle de lui comme un grand auteur de manga, mais comme tu le disais, il était aussi reconnu pour ses qualités de calligraphie. Et l'une des anecdotes, on l'a ici, c'est avec cette fabuleuse affiche extrêmement connue, qui est celle d'Akira, puisque Ouais. la calligraphie réalisée sur le titre Akira, en fait, c'est celle d'Hiroshi Hirata. Eh ben, Monsieur Hirata est infiniment respecté par Kazuhiro Otomo, hein, et je me suis retrouvé à son 80e anniversaire et donc invité au repas.
où on m'a demandé, où on est venu me voir pour me demander de faire une tchatch en son honneur devant tous les vieux boss du manga, Gegeka. Et je peux te dire que j'étais profondément impressionné et on m'a laissé à peine 10 minutes pour réfléchir sur ce que j'allais dire parce que je me trouvais devant un parterre et, et devoir parler en l'honneur d'une grande personnalité du manga, du Gegeka. Et comment dire, comme un préservateur de la culture traditionnelle japonaise, quoi. Tu vois, Et donc, c'est les moments très émouvants. ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, tu réfléchissais à l'idée de ressortir plusieurs albums d'Hiroshi Hirata, de pouvoir redonner, entre guillemets, sa place à l'auteur au sein d'une maison d'édition. Et depuis maintenant, j'ai envie de te dire, un bel été, hein, au moins. On travaille à ce sujet tous les deux, ensemble en tout cas, pour déjà lancer, entre guillemets, on va lancer aujourd'hui, donc quand vous le revoyez, en tout cas, la campagne sera peut-être en cours ou terminée, peu importe, le premier album sur lequel on travaille ensemble, qui est de réinventer, rééditer La Force des Humbles, qui devient La Force des Oubliés, qui est pour le coup un ouvrage qui compte en tout cas, et sur lequel on a quand même, j'ai envie de dire, déjà commencé à acter certaines choses. Tiens, d'ailleurs, je pense qu'on peut en profiter pour, hop là, tiens, si j'arrive à la charger, à montrer la couverture qui sera celle-ci. Voilà, en tout cas, on travaille pour lancer Ouais. cela. Et donc là, pour le coup, tiens, toi, Dominique, qui du coup vient en renfort pour Comics Initiative, nous aider de son grand parcours, hein, on l'a vu, et encore, je pense qu'on a fait la version méga short de la carrière de Dominique. Est-ce qu'il y a moyen d'évoquer l'album de ton côté? Ouais, alors, Pour toi, ouais. c'est quoi La Force des Oubliés, tiens? Ouais, je reviens sur tes premiers propos autour de Monsieur Hirata et de ce qu'il raconte, de ce qu'il nous dit dans l'époque où ça a été publié chez Delcourt. Cette époque-là, on avait face à nous un public, un lectorat qui avait été marqué par Goldorak, Dragon Ball, Génération Dorothée, tout ça, et ils étaient encore très jeunes pour pouvoir apprécier Monsieur Hirata pleinement. Maintenant, cette génération a dans les 40 ans et Quadra, pour ne pas dire qu'un cas pour certains, parce que si on veut s'amuser à compter sur les doigts, ceux qui avaient 14 ans et qui ont été très touchés par Goldorak, ils sont presque proches des 60 ans. Hein. Donc, euh, je pense je pense que la tu te défends là. Je pense que les propos qui sont contenus dans l'œuvre de Monsieur Hirata, ce qu'il nous dit maintenant, ça va être beaucoup mieux compris parce que la maturité est en venue. Et aussi parce que on vit en ce moment une époque une époque où la peur est très présente et il y a des individus qui sont des postes privilégiés de pouvoir qui pianotent la peur depuis pas mal de temps, là, 7-8 ans, et que des auteurs comme Hirata nous indiquent la direction de la non-peur. Donc, en cela, c'est très précieux et c'est un auteur qui est totalement d'actualité. Surtout pour ce titre par lequel on commence, qui est La Force des Oubliés. La première édition, c'était La Force des Humbles et on a fait une correction sur des remarques de Frédéric Duhader qui a bossé sur l'adaptation de cette nouvelle version. Donc le titre qu'on utilise, ouais, il est plus juste et pour notre époque, il résonne bien quoi. Des oubliés, il y en a partout en France en ce moment. Euh, des gens qui ont des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, à apprendre aux autres, bon, qui sont dans des placardisés. Donc là, on a une dizaine d'histoires
de personnes qui baignent, qui sont dans la culture du guerrier, dans la culture du samouraï et qui sont confrontés à des injustices flagrantes, à des situations pas normales ou à des situations à transformer d'une manière plus positive et ils vont s'appliquer à cela au risque de se tuer, de se faire seppuku, de se faire torturer, de subir des brimades, d'être rejetés, alors qui sont des porteurs de lumière et de cohérence comportementale quand on vit en société, quoi. Donc c'est aussi une invitation au lecteur à le faire réfléchir s'il est prêt à sacrifier lui-même dans une période qui va être de plus en plus difficile. Quel type d'effort on est prêt à faire pour ses enfants, ses collègues, sa famille, voilà, dans la vie sociale. Donc je pense voilà, nous mettons en avant avec Michael cet ouvrage en ayant demandé à Cyril Diabaté de nous faire une préface. Pardon? Je dis, c'est bon. En fait, Dominique, il enchaîne tout. J'ai même pas besoin de faire un fil conducteur. Il enchaîne. C'est formidable. Il me devance presque sur la diffusion des images que vous êtes en train de regarder. Ah, pardon. Ah, bon, vas-y. Monte sur le ring. Monte sur le ring. Allez, à toi. Je suis pas tout seul, au contraire. Non, justement, comme le disait Dominique, en fait, l'idée aussi, à travers cette nouvelle collection autour des œuvres d'Hiroshi Hirata, c'est quand même de nous montrer un petit peu tout le poids, le potentiel de son œuvre, en fait, des choses qui n'avaient pas été forcément perçues, bien accueillies, j'en sais rien, en tout cas à l'époque. Ce qu'essaye aussi, je pense, de dire Dominique, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, en fait, et c'est qui transpire à travers les différentes histoires, notamment de La Force des Oubliés. C'est des choses, en réalité, qu'Hirata nous montre à sa façon et qu'on besoin aujourd'hui. On a plus besoin encore aujourd'hui de solidarité qu'autre chose et de voir en tout cas cette volonté d'aller jusqu'au bout en fait de leurs idées à travers les destinées des personnages de ces albums. C'est aussi une manière de mettre en avant la volonté de ne pas céder, de toujours s'opposer à des choses qui peuvent paraître n'être que de l'injustice et qui, pour le coup, peuvent provoquer des trajectoires des fois un peu funestes, funèbres même, comme on peut le voir dans l'album. En tout cas, l'une des choses auxquelles on s'est attelé, en tout cas qui, je sais, font extrêmement plaisir à Dominique, c'est qu'on a l'envie d'intégrer notamment comment je dirais, des préfaces, des choses qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas forcément des initiés, qui ne sont pas forcément des invités classiques de ce qu'on pourrait trouver dans le milieu manga. Et l'un d'entre eux, c'est entre autres quelqu'un dont la carrière est plus longue que mes deux bras réunis, en tout cas, en termes de titres de champion du monde, multicatégorie. Je ne sais même pas comment on pourrait qualifier qui est Cyril Diabaté, karaté, K1, MMA, il a tout fait en fait, ce monsieur Muay Thai évidemment, quadruple champion du monde. Je sais que les fans de sport de combat l'ont forcément, entre guillemets, en vue, hein, voilà, on pourrait le dire. Et en tout cas, il nous fait le plaisir et l'honneur d'écrire en tout cas un texte en introduction de ce livre pour partager notamment les valeurs communes entre ce qui lui a appris, en tout cas, les codifications des arts martiaux et les valeurs que porte et que essaye de proposer Hiroshi Hirata à travers ses différentes œuvres. Tu peux maintenant, tiens, hop, je te lance la patate chaude. Dominique, qu'est-ce que tu veux dire à propos de Cyril? Je veux dire que Cyril Diabaté est comme Monsieur Hirata et comme les personnages que l'on retrouve dans toute l'œuvre de Monsieur Hirata, en sachant par exemple pour la force des oubliés, tous les récits sont des récits qui viennent de la réalité. C'est des moments de vie qu'ont vécu et subi des personnes qui ont réellement existé. Et dans l'œuvre de Monsieur Hirata, il y a un gros travail de documentation, de recherche dans les archives historiques du Japon, dans des mairies, dans des musées.
dans des lieux de mémoire et que donc il restitue vraiment, avec sa filtré par sa sensibilité, tout ce qu'a pu être la culture samouraï. Et Cyril Diabaté vit cette culture à travers sa pratique des arts martiaux, son comportement dans la vie, son éthique, en s'occupant de ces teams et voilà au quotidien. Donc il y a une cohérence, totale dans ce livre entre les propos, l'auteur et le commentateur à travers la préface, quoi. Et il y a aussi une chose qui, moi, je trouve est ultra intéressante dans le cadre de La Force des Oubliés, c'est que on a toujours des anecdotes autour des histoires qui sont fournies par l'auteur lui-même, par Hirata, ce qui permet de à chaque fois relativiser l'origine de l'histoire, la portée, en tout cas le message qu'il veut donner. J'essaie de trouver une page pour la montrer entre-temps. En tout cas, il y a vraiment cette volonté d'échanger autour. Tiens, alors on va essayer je vais essayer de la zoomer. Je ne sais pas si je vais pouvoir la partager. On va essayer ça. Hop. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon, on va essayer. Clac. Hop là, avec notamment cette image à droite. Vous voyez. Hop, je ne sais pas si ça passe bien. On va peut-être reculer. Mais en tout cas, à chaque fois, on a des petites séquences comme ça. Tiens, on en voit aussi des rencontres, en tout cas, qui lui ont permis d'affiner ses récits, ses histoires. Et ça, c'est des choses qui, à mon sens, participent en tout cas, à la qualité de l'œuvre d'Hirata, c'est cette capacité à transmettre les choses et à les transmettre de manière, j'ai envie de dire, directe et sincère. C'est souvent la manière dont on peut percevoir enfin, moi, en tout cas, la manière dont je perçois son travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le caractère immédiat enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui se transmet facilement Ouais. au sein de son travail. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve ultra intéressant. Voilà. Ouais, moi ce que je tiens quand même à le dire, c'est que entre le moment où j'ai quitté Akata et là, à ce moment présent où nous parlons ensemble, Michael, et où ce que nous échangeons va être regardé, je pense, par pas mal de gens, c'est que je me suis offert une traversée du désert avec l'idée fixe de reprendre des droits sur des titres de Monsieur Hirata et plus selon succès de ce qu'on va entreprendre ensemble. Donc euh, pendant toute cette traversée du désert et cette obstination à revenir dans l'édition de manga avec les titres en premier de Monsieur Hirata et en l'occurrence avec La Force des Oubliés en premier, parce que on a 4 titres là déjà à publier, mais celui-ci il est en numéro 1 par rapport à son contenu, la force qui est à l'intérieur. Ce titre va vous interpeller et vous avez été interpellé encore plus fort par la préface qu'écrira Cyril Diabaté, que pour en arriver là, ça n'a pas été évident pour moi et que je tiens à remercier, ils vont se reconnaître, les quelques amis que j'ai dans le monde du manga ou de la BD qui m'ont aidé de certaines manières pour que économiquement ça puisse se faire jusqu'à aujourd'hui et aussi que je suis convaincu que la parution de ce titre, comme on va le mettre en avant avec Michael et avec son équipe et avec Cyril Diabaté, ça va marquer le passage d'une autre époque dans l'édition du manga. Parce que je suis au courant que certains éditeurs commencent à avoir des difficultés, d'autres beaucoup plus, qu'il y a une partie de l'éditorial manga qui est pur produit, pure destruction de papier, gaspillage d'encre, va devoir disparaître pour des raisons économiques. Et puis que la force des oubliés, c'est la tradition, c'est la transition, la tradition, c'est la tradition sur du fait que on ne publie pas un média populaire japonais et français qui ce média évoquant et mettant en avant des auteurs d'une culture qui est très très éloignée de nous et qui a beaucoup de choses à nous dire et jusque maintenant on s'est cantonné d'exprimer ça en termes de marché et maintenant il va y avoir un éditorial qui va un peu expliquer pourquoi et mettre en avant
pourquoi il y a une relation aussi forte entre le Japon et la France. Et on peut le comprendre très rapidement par le fait que quand j'allais au Japon dans les années 90 et après jusqu'au début des années 20, on était très poli et très respectueux pendant tous nos séjours à l'égard de toutes les personnes qu'on pouvait côtoyer professionnellement ou quand on allait dans les boutiques et tout, et qu'actuellement n'importe quel crétin va au Japon et est totalement irrespectueux et ça donne des résultats politiques comme on a pu l'apprendre en ce moment avec la première ministre japonaise et que ça donne des comportements excessifs parce que on va pas chez les autres en mettant les pieds sur la table et c'est très bien expliqué dans les mangas et j'espère que mes collègues de l'édition manga seront un peu plus pédagogues sur la richesse qu'on peut recevoir de la culture japonaise et de la part des Japonais quand on construit des amitiés et que ça, c'est vraiment le sens de notre travail. Donc, La force des oubliés, c'est le premier. Vous voyez là, j'ai remis l'image de la couverture. Et ce qui, en tout cas, est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment à l'idée d'établir, d'installer de l'ensemble de ces titres. Et on peut montrer un petit peu le titre suivant vers lequel on travaille, qui est Tur. Alors là, les maquettes sont jamais définitives tant qu'on les a pas imprimées, hein, je dis toujours ça. En tout cas, voilà ce vers quoi on travaille. Et puis, c'est surtout là, on va profiter vraiment de la campagne Ulule, hop, si je me trompe pas d'image, pour vraiment proposer une version, j'ai envie de dire, presque définitive. Alors le visuel, on l'a bidouillé un petit peu dans le sens où c'est un petit peu difficile de rendre un rendu d'un marquage sur une surface cuir, puisque l'idée c'est qu'on propose de manière, là pour le coup, et là encore, pardon, de manière pérenne, cette collection d'ouvrages d'Hirata à travers une version, une édition certes accessible, hop, celle-ci, en souple à rabat, vraiment qualitative comme on aime le faire et comme on aime à l'installer, mais également à côté une version où vous l'aurez en cartonné avec une finition bien supérieure à ce qu'on a déjà tenté, avec notamment une partie à gauche avec une petite étiquette que vous allez voir ici consacrée à chaque œuvre. C'est vrai qu'on a ici en plus un moment assez incroyable. Enfin bon, quand vous l'aurez lu, vous saurez ce que représente ce dessin. Mais voilà, par exemple, dans l'idée, par exemple, on a déjà commencé à faire des petits essais, même pour vous montrer l'idée de collection avec l'autre album Tueur. Voilà. L'idée pour nous, c'est de vous proposer le retour d'Hirata de manière accessible et définitive avec une belle édition pour les fans et puis pour les collectionneurs. Et voilà, voilà. L'idée, c'est vraiment de vous offrir les meilleurs bouquins, en commençant par ceux de Maître Hirata, hein, puisqu'en tout cas, il est considéré comme tel et on peut le nommer encore ainsi. Voilà. On va se défoncer, hein? Yeah, comme Bon, mais, hop, tiens, je ne l'ai pas encore partagé, je vais le faire là dès à présent. Je vais vous mettre un lien vers la campagne donc, qui sera lancée ce soir dès 18h, mais que vous pourrez, bien sûr, en rematant cette vidéo, y aller par la suite. Hop, où est-ce que je vais pouvoir noter ça? Allez, en tout cas, on le mettra y compris dans les descriptions, ce qui ne sera pas beaucoup moins compliqué que ce que je suis en train de faire là à mon niveau. Hop, voilà, c'est sur Ulule, La force des oubliés, Hiroshi Arata. On a même mis manga pour le référencement, histoire de le trouver plus vite. Sera dispo dès ce soir, ça c'est cool. Et on espère en tout cas que vous serez suffisamment nombreux et nombreuses pour ce rendez-vous qu'on espère vous proposer régulièrement une vraie collection manga d'auteurs japonais au sein de Comics Initiative à travers la petite collection Kitsune. Ça va être, en tout cas, j'espère que ça va être hyper sympa et en tout cas, on compte sur vous pour être là dès le départ. Je voulais te remercier, Dominique, pour ce temps passé. Je lui ai promis qu'un jour, on fera une spéciale Hiroshi Hirata avec pourquoi pas des invités tous ensemble pour parler encore un peu plus de son œuvre. Ça pourrait être hyper cool. En tout cas, pour cette première prise de contact avec vous, je le redis, j'ai un immense plaisir à travailler avec Dominique pour lancer ses albums. Donc, je te remercie infiniment du temps passé. Et puis, de toute façon, à mon avis, on va continuer à discuter après. Mais ça restera entre tous les deux. Hein. Écoutez, en tout cas, je vous dis merci beaucoup et à bientôt dans l'hebdo.
Voilà, à bientôt. Ciao. Merci. Ouais.